S'il est un mythe qui a la peau dure, c'est celui du sucre qui serait nécessaire aux performances, depuis les performances sportives jusqu'au simple fonctionnement de nos cerveaux. Comment expliquer alors que de nombreux sportifs passent à une alimentation très réduite en glucides et obtiennent de très bons résultats? Le sucre et les glucides sont-ils vraiment indispensables? Pour répondre à cette question, j'ai invité Olivier Maria, spécialiste de l'alimentation pour les sportifs, auteur du livre « Performer en mode cétogène, comment en finir avec les hypoglycémies et accéder à l'énergie infinie ». Tu ne me connais pas? Je m'appelle Sophie Géroni, je suis coach en nutrition et je reçois ici des experts, mais également des gens comme toi et moi, pour partager leur parcours de santé. Bonne écoute! Bonjour Olivier. Salut Sophie. Alors, la première question de ce podcast Parcours de santé, c'est toujours qui es-tu et surtout que fais-tu? Eh bien écoute, je m'appelle Olivier Maria, j'ai 31 ans, j'habite à Lille. Je suis designer graphique de profession, mais à côté de ça, j'ai une activité autour du sport et de la nutrition et plus particulièrement de l'alimentation cétogène. Et je pense que c'est un petit peu pour ça que tu m'as invité aujourd'hui. Oui, alors pas seulement, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand même ton activité sportive parce que tu es ce que j'appelle un fada. Et tu fais. Est-ce que tu peux nous parler un peu juste des dernières courses là ou des trucs marquants que tu as fait en 2023 pour qu'on situe un peu à quel niveau tu es fada en matière de sport? Ouais, carrément. Alors oui, c'est vrai que ça me paraît naturel parce que c'est un peu mon quotidien et ma vie de sportif amateur plus on va dire, mais on est toujours un peu le fada de quelqu'un d'autre Oui, ah bah ou pas surtout de moi en vu mon niveau fonction. sportif, hein. C'est ça, mais en gros, pour résumer, je fais de la course à pied et du vélo, que ce soit sur route ou sur les chemins en montagne. Et en gros, je me range dans la catégorie des sportifs qu'on appelle ultra distance. Je mets des gros guillemets. Ce qui est, en fait, ça correspond à faire des très longues distances. Donc, comme je disais, à vélo ou à pied. Typiquement, à vélo, ça peut être des courses de plusieurs milliers de kilomètres. En autonomie, c'est-à-dire qu'on doit s'occuper de son alimentation. On n'a pas une cure suiveuse comme au Tour de France. Et en gros, j'ai fait plusieurs courses qui s'appellent la Race Cross France, qui consiste à rouler 2500 kilomètres de la mer du Nord à la Méditerranée. Cette année, j'ai fait une course qui partait du Mont Ventoux en France et qui arrivait au Monténégro après à peu près 2300, 2400 kilomètres. Donc tout ça, c'est des courses que je fais comme je le disais, en autonomie. Et puis l'idée, c'est pas de prendre son temps et de cueillir des fleurs, mais ça reste quand même un petit peu compétition dans le sens où l'objectif, c'est quand même d'aller le plus vite possible par ses propres moyens. Donc, en gros, on roule entre 15 heures et 20 heures par jour et les 2500 kilomètres, on les fait en 7 jours, quoi. Donc, Voilà, c'est c'est, bien faut ce pas que je dis, chômer. tu es un fada. Ouais, mais le problème du sport, c'est que c'est un peu une addiction. Donc, quand on commence ces choses-là, on commence par faire 50, 100 kilomètres à vélo, et puis on se dit, ah, mais si j'en fais 200, si j'en fais 300, qu'est-ce que ça va faire? Et puis, on s'embarque un peu tout seul dans ce genre de défi mais c'est assez prenant, mais c'est drôle à la fois. Et niveau course à pied, tu as fait combien de marathons cette année? Bah, cette année, j'en ai fait un. Disons que les Oh, marathons, ouais, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait 2 trails de à peu près plus de 100 kilomètres. Il y en a un que j'ai fait un trail de 170 kilomètres que j'ai abandonné au 120e parce que le trail, ça s'improvise pas, c'est très difficile. J'en ai fait un autre de 110 kilomètres à Nice que j'ai terminé et je fais aussi de la course sur route, marathon. Mais ce que j'aime bien avec la course sur route, c'est que je la fais plutôt l'hiver où en fait l'hiver c'est pas la bonne météo pour sortir le vélo. Donc l'hiver, je me concentre sur la course à pied. J'aime bien les marathons de printemps comme le marathon de Paris que j'ai fait cette année. J'ai fait 2h58, donc c'est un pieds nus, non, le marathon bon. de Paris, si je ne m'abuse? Ah non, il est pas de nuit, non. Non, Alors pieds nus, pieds nus. pieds nus. Ah, pardon. Non, je l'ai fait en sandales. Alors oui, parce que je cours en sandales, ça c'est autre chose. Je pense qu'on va pas mélanger tous les sujets aujourd'hui. Mais ouais, je l'ai fait en fait, j'ai fait un semi-marathon que j'ai fait les trois quarts pieds nus parce que j'ai dû enlever mes sandales à cause de la pluie. Ça, c'était en mars cette année. Et 2 semaines plus tard, j'ai fait le marathon de Paris en sandales intégralement. Donc c'est marrant parce que tu cours en sandales 2h58, c'est un chrono amateur qui est assez intéressant. Enfin, c'est un assez bon chrono, je pense. Et puis c'est marrant de courir avec des gens qui sont avec des chaussures à 300 euros et puis tu regardes, ils disent, mais lui, il arrive à courir aussi vite, alors qu'il n'a pas vraiment d'artifice en lui. Et j'aime bien ce côté de se dire, bah, le sport,
c'est pas une question de trucs qu'on va D'équipement. acheter Ouais. d'équipements qui vont nous faire améliorer nos performances. C'est une question de qu'est-ce que mon corps humain est capable de faire. Et donc, le truc de courir en sandales, d'être en cétogène, d'être un petit peu en mode, courir à jeun et tout, bah, c'est un truc de se dire, bah, je me reconnecte avec mon corps, ma santé, et c'est ça qui est plus intéressant que la performance, le matos, l'équipement et tout. D'accord. Bah, du coup, tu vois, tu me fais un enchaînement parfait puisque Ah, j'aimerais qu'on parle de ton parcours en matière d'alimentation et de ouais. comprendre de comment de sportif amateur qui se nourrissait bah, de pasta party et de glucides, tu es Ouais. devenu sportif amateur plus mode fada qui se nourrit essentiellement sur une alimentation protéinée et grasse qu'on peut appeler cétogène. Ouais. Comment est-ce que ça a été quoi ton parcours pour passer de cet extrême à un autre? Parce que clairement, c'est 2 extrêmes dans la sphère C'est alimentaire. deux extrêmes, ouais. Carrément. Bah, en fait, moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Après, j'ai arrêté pendant, je sais pas, 8 ans, quand j'étais étudiant, parcours assez classique. Et en fait, j'ai repris, je devais avoir 23 ans, donc c'était à 8 ans à peu près. Et là, en reprenant, ben, en fait, j'ai repris de façon assez obsessionnelle où je me suis dit, ah, mais le sport, c'est trop bien. Il y a plein de livres qui sortent. Il y a des livres sur l'entraînement sportif, il y a des livres sur l'alimentation. Donc, en fait, j'ai épluché tout ce que je trouvais, le contenu sur Internet, sur la nutrition sportive. Et là, le constat était clair, c'était que la seule alternative, enfin, le seul moyen de faire du sport, c'était de remplir ses stocks de sucre, donc de manger du sucre avant, de manger du sucre pendant, parce que ton corps, quand il se dépense pour faire du sport, notamment, eh ben, il va brûler du sucre. Donc, s'il brûle du sucre, quoi de plus logique que de manger du sucre? Et en fait, moi, j'étais très maigre avant de faire du sport, tu vois, je faisais, enfin, je fais toujours 1,75 m d'ailleurs. J'ai pas Oui, grandi tu as grâce au pas sport, grandi depuis. mais tu vois, je faisais 1,75 m pour 55 kilos avant de faire du sport. Donc, tu vois, j'avais un physique vraiment très maigre. J'ai jamais eu de problème de poids dans ma jeunesse. Après, je pense que c'est le cas de beaucoup d'ados. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'ados qui sont très maigres. Ados, qu'est-ce qu'ils deviennent 30 ans plus tard, je ne sais pas. Mais bref, moi, j'étais très maigre. Je faisais du sport en mangeant plein de sucre, plein de glucides. Je faisais mes propres barres de céréales avec du miel. Mes petits déjeuners, c'était flocons d'avoine, miel, raisins secs, chocolat. Enfin, tu vois, vraiment le truc le plus classique du sportif qui se renseigne bien, qui mange pas n'importe quoi parce que j'avais une alimentation étudiante un peu de base, tu vois, sans trop me prendre la tête parce que je connaissais pas grand-chose avant de découvrir tout ça. Donc, en gros, mes pâtes carbo avec de la crème, j'avais remplacé par des pâtes sans crème parce qu'il fallait réduire les matières grasses et tout. Et en fait, tout ça, ça marchait très bien, sauf que je commençais à avoir pas mal d'épisodes d'hypoglycémie, tu vois. Et ça, pareil, bah, je faisais ma séance de vélo ou de course à pied. J'avais des étoiles dans les yeux, j'étais obligé de m'allonger, de manger du sucre. Et en fait, je me disais, bah, c'est à la fois quelque chose de pas très agréable, mais que tous les sportifs connaissent. Et en fait, quand tu restes dans le truc du sport, de la nutrition du sport un peu standard, et ben en fait, il y a pas trop d'alternatives qui répondent à ça. C'est plutôt genre, ben en fait, ça, c'est pas de chance. Ouais, c'est C'est normal, faites comme ça, quoi. Voilà. en fait, c'est des choses qui arrivent, donc tu peux optimiser. Alors, ça a un peu changé la nutrition sportive parce que ça fait 7 ans que je suis un peu là-dedans. Donc maintenant, on commence à dire, bah, on peut entraîner son organisme à consommer plus de glucides. Donc en fait, il y a 7-8 ans, ça existait. On ne parle pas de ça, mais maintenant, on dit, ben en fait, on va entraîner son organisme à manger plus de glucides et du coup, on va pouvoir passer à 50 grammes de glucides par heure, tu les digères pas. Tu manges plein de glucides et plein de sucre à l'entraînement et tu arrives maintenant à digérer 80 grammes. Mais à l'époque, en fait, on, on disait juste, bah, t'as des hypoglycémies, oui, c'est pas de chance, mais en effet, fallait que tu manges plus de sucre. Donc en fait, j'étais vraiment dans ce truc de, bah, ok, je suis en bonne C'est une santé parce que fatalité, quoi. Pour c'est un toi, peu une c'était une fatalité, mais fatalité. à la fois, je suis en bonne santé, je suis maigre. En dehors de ça, je tolère quand même bien les glucides et tout. Et en fait, je suis tombé dans un livre qui était pas sur le régime cétogène. Il n'y avait pas du tout écrit régime cétogène. Il s'appelle Tous des héros de Christopher McDougall, qui aborde plein de trucs autour de la santé, du sport, de l'entraînement et tout. Donc, hyper intéressant. Mais il y avait genre 4-5 pages à la fin où tu vois, il disait ça, il te parlait enfin, pas de sportifs, mais de personnes
qui avaient découvert, et là, je vais mettre des gros guillemets parce que je cite le livre, qui disait qu'il y avait des sportifs qui avaient découvert le secret de l'énergie infinie. Donc, c'est ce que tu parlais en intro et c'est ce que je reprends beaucoup parce que j'aime bien cette formule qui est assez parlante. Et donc, tu vois, moi, je faisais des hypoglycémies au bout de 30 minutes, 1 heure, 2 heures de vélo. Et lui, il te parlait pas de sportifs, mais juste de personnes un peu lambda. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale sur l'île de Crète qui, qui ne buvaient que des bouillons d'ortie et qui couraient en montagne pendant des jours et des jours avec une alimentation qui était quasiment nulle et qui, eux, n'avaient pas de problème d'hypoglycémie, pouvaient courir des heures, des jours entiers Je pense pas que avec... nos ancêtres, les hommes préhistoriques qui partaient chasser le mammouth le ventre vide après des jours sans Ah avoir mangé, ben, parlons-en, ils ouais. aient eu des hypoglycémies non plus. Hein, je pense. Ben, en fait, c'est carrément ça. Et tu vois, comme je te disais, moi, je lisais ça, je faisais écho avec ma propre expérience de la nutrition sportive et plus je tournais les pages et plus je me disais, mais Mais c'est ouais, en à la fait. fois impossible. Enfin, non, mais moi, je me disais, c'est impossible parce que moi, j'étais dans le dogme du sucre à tout va et tout. Et puis, à la fois, comme tu dis, je me disais, mais, et si c'était vrai, ben, j'ai pas envie d'essayer. Et puis, en fait, ça m'a complètement ouvert les portes à repenser la nutrition sportive. Et comme tu le disais, au fil de mes lectures, de découvrir d'autres auteurs, d'autres coachs et tout, et ben, je commençais à me dire, bah, comme tu le disais, en fait, on n'a pas attendu d'avoir des gels énergétiques pour faire du sport parce que il y a 5000 ans ou 10 000 ans, notre sport, c'était d'aller chasser le mammouth, d'aller chasser les petites baies pour aller se nourrir. Et en fait, comme tu le dis, si en tant que chasseur-cueilleur, on faisait des hypoglycémies toutes les 30 minutes, qu'on attendait un ravitaillement, parce qu'en course à pied, la problématique, c'est que tu as un ravitaillement tous les 5 kilomètres, mais malgré ça, les gens arrivent à faire des hypoglycémies lors de leur marathon, alors qu'elles ont nourriture à volonté tous les 5 kilomètres. Et donc, tu vois, c'est un peu des Non, mais paradoxes comme ça. Et t'imagines l'homme paléolithique qui fait une hypoglycémie au bout de 5 kilomètres quand il se tapait ah ben, 60-80 kilomètres pour aller trouver un troupeau. en fait, l'espèce, tout simplement, l'espèce humaine, L'espèce elle n'aurait pas serait éteinte. survécu. Ouais, l'espèce humaine Elle serait serait éteinte. éteinte, tout à fait. Et en fait, tout mon parcours de santé, puisque c'est le titre de ton podcast, et mon parcours un peu personnel autour de la nutrition, du sport, etc., c'était vraiment ce truc de se dire, on on doit pas avoir besoin de tout ce sucre. Enfin, en fait, on peut manger du sucre comme ça et tout, mais notre espèce, a priori, elle est capable de faire autrement. Et Oui, en parce que fait, si on reprend l'exemple du mec qui vivait au Paléo, les chasseurs-cueilleurs, hmm, souvent il y a ce fantasme du chasseur-cueilleur où on a l'impression qu'il mangeait quand même des sucres. Mais quand même des sucres, il faut ouais, quand même pas se leurrer. À l'époque, et avec les multiples ères glaciaires qu'il y a eu, hmm, les baies, c'était 2-3 semaines dans l'année, hein. C'était pas toute l'année, hein. bah, probablement, ouais, ouais. Et les racines, quand le sol était trop dur, ils n'arrivaient pas à les prendre. Donc, on étudie un peu les périodes glaciaires pendant lesquelles l'être humain, il a quand même survécu et plutôt Hmm, bien, il y a eu des périodes de 8, 9, 10 mois dans l'année où leur seule nourriture, c'était la nourriture d'origine animale, donc des protéines et des lipides, et donc pas de bien sûr, ouais, glucides, en fait. Et ouais, effectivement, ouais. si on avait vraiment eu ce besoin vital de glucides, je pense que ouais, on ne serait pas là pour en parler, en fait. Bah, c'est clair. Tu vois, il y a aussi un exemple d'un auteur, je veux pas écorcher son nom, mais qui était allé voir les Inuits où il me semble que son Oui, bateau s'était écrasé et en fait, il s'est retrouvé à vivre 3 mois comme un Inuit. Et son constat à la fin, c'était de dire, bah, en fait, oui, les Inuits, ils vivent sur la glace, ils mangent que des poissons gras et ils ont une super santé. et du Donc, phoque, du ragoût de phoque. ouais, exactement. Carrément. Et donc, ouais, pour clore un peu sur ce truc-là, bah, moi, ça m'a complètement refait, ça m'a réappris toute la nutrition sportive. Et en fait, pour faire simple, moi, la nutrition sportive, quand j'ai découvert le cétogène, je l'ai débuté avec l'unique but d'améliorer mes performances en sport, en course à pied. Mais en fait, 8 ans plus tard, tu vois, je me rends compte que c'était tellement réducteur d'uniquement appréhender ça sous le prisme de la performance. Et maintenant, en fait, Tu me fais j'apprends encore ça la, complètement. tu me fais encore Ouais, la bah, transition parfaite, Olivier, bah puisque la ouais. question d'après, c'est quoi l'enseignement le plus important que tu as tiré Ah de bah ce oui, parcours? Dis-moi-moi carrément. Bah aussi. en fait, l'enseignement, carrément, bah si pour répondre à ta question, l'enseignement, c'est que le cétogène, c'est pas le régime pour la performance sportive, mais c'est le régime pour retrouver une santé
et via la filière lipidique notamment quand tu fais du sport. Et en fait, tout ça, c'est interconnecté et c'est trop réducteur de parler que de performance sportive. Mais il faut plutôt voir ça dans le sens où le cétogène, il t'apporte une super santé au quotidien. Il permet d'avoir un niveau d'énergie qui est hyper lisse, hyper stable, euh, que tu fasses du sport ou que tu fasses pas de sport, donc dans ta vie de tous les jours, au bureau, etc. Et en fait, c'est ce niveau d'énergie stable qui te ensuite donne les conditions dans ta pratique sportive de faire des bonnes performances parce qu'il te permet de t'entraîner hyper sereinement, sans stresser, de se dire, ah, mais j'ai un entraînement à 17 heures aujourd'hui, 3 heures avant, il faut que je mange 100 grammes de sucre. Non, en fait, il n'y a plus du tout de ça qui existe. C'est que ton alimentation, c'est la même que tu fasses tes séances de sport ou pas. Il n'y a qu'une seule alimentation pour la santé et pour le sport. En fait, c'est la santé Et pour ça, les c'est mon enseignement. performances métaboliques, en fait. Bah, c'est ça, c'est Parce qu'en que fait, quand tu as un métabolisme qui fonctionne bien, tu as un cerveau qui fonctionne bien, tu as des muscles qui fonctionnent bien, tu as des organes qui fonctionnent carrément. bien. Enfin, et effectivement, alors moi, tu sais que j'aime pas le mot cétogène parce que même s'il parle au grand public, il est un peu réducteur dans mon esprit parce qu'il est souvent associé à un régime thérapeutique. Et que Ouais, clairement, le régime cétogène, entre guillemets, dont toi tu parles, n'a rien à voir avec le régime cétogène dont va parler un médecin spécialiste de bien l'épilepsie. Hein, c'est sûr. pas du tout les Ouais, mêmes ouais, ratios. Donc moi, j'ai plutôt tendance à parler d'alimentation réduite en glucides qui ouais. au final, parce que le cétogène au final est une des alimentations réduites en glucides et il y en a, Hmm. il y a différents niveaux et différentes branches dans ces alimentations réduites en glucides, mais clairement, pour moi, c'est l'amélioration des performances métaboliques. Et cette amélioration Bah des ouais, performances métaboliques, bah, comme tu le dis très bien, ça va devenir une amélioration des performances sportives parce que quand tu as un ouais, métabolisme qui tourne enfin correctement comme il doit tourner, bah, tu peux enfin faire du sport normalement. carrément. Et tu peux enfin avoir un cerveau qui fonctionne et pas être blindé de crises d'angoisse et de grosses fringales et de coups de barre monumentales. Et Hmm. tu peux avoir un système digestif qui tourne rond et oublier tes ballonnements, tes Ah bah ouais. problématiques Ça, digestives. c'est Enfin, un gros problème en sport, hein. ben oui. Les troubles digestifs, il me semble que c'est un quart ou un tiers des abandons sur les ultra-trails ou quoi. Donc, énormément de gens qui ont des problèmes parce que, en fait, je t'ai coupé, mais en sport de longue distance, comme je le fais, il y a une grosse problématique, c'est que, en fait, en sport, comme je t'ai dit, il faut manger, je sais pas, 50, 60, 80 grammes de sucre par heure. Mais sauf que si ton effort, il dure 20 heures, il y a un moment donné où ton système digestif, il peut plus assimiler tout ce sucre. Et là, bah, ton sportif, comme je viens de te dire, si il peut plus assimiler du sucre, mais qu'il sait brûler que du sucre, et ben en fait, là, c'est la panne sèche. Donc, comme tu dis, la dimension du système digestif, c'est fondamental et c'est un des arguments pour passer en cétogène pour le sport. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas du tout parce que clairement, quand tu cours pendant 15 ou 20 heures enfin, quand tu pédales pendant 15 ou 20 heures dans la Ouais, journée, tu peux pas te permettre d'aller faire caca toutes les 30 minutes parce que ton système digestif, il est en vrac. bah ouais, ouais. Ok. Et du coup, la plus grosse difficulté que toi, tu as rencontrée sur ce passage à une alimentation réduite en glucides, c'est-à-dire comment est-ce que Mm, qu'est-ce qui a été le plus dur à surmonter, entre guillemets? Ça peut être tes croyances, mais ça peut être aussi par rapport au monde extérieur, hein, parce que des fois, mm, mm. les trucs les plus durs à surmonter, c'est pas nous qui nous les infligeons. C'est clair. Ouais, bah carrément. Bah, je pense à deux choses, mais du coup, je vais commencer par celle que tu viens. Là, c'est toi qui m'as tendu la perche là. Mais ouais, il y a une problématique spécifique au régime cétogène pour les sportifs, c'est que le sport, il y a une grosse dimension sociale dans le sport et une grosse dimension de je me compare aux autres, je fais comme les autres et tout. Donc en fait, euh, il faut démonter, il faut accepter d'être un peu différent des autres et démonter tous les mythes comme je t'ai dit, on en parle au début de se gaver de sucre pour le sport parce qu'il y a que ça de vrai. Donc déjà ça, mentalement, c'est très compliqué parce que ça fait quand même peur, hein, tu vois, Oui, on quand t'assène que tu tu... as besoin de manger des féculents, que tu es Bah ouais, constamment. donc à un moment donné, tu vois, moi je me disais, bah, au début, j'arrivais pas à comprendre parce que je suis retombé sur une photo de mon premier 10 kilomètres, je crois que c'était ouais, il y a peut-être 8 ans. Et en fait, je me suis rappelé que j'avais bu, avant la ligne de départ, genre 20 minutes avant de partir et pendant l'échauffement, j'avais bu 1 litre de boisson de l'effort pleine de sucre, un truc tout chimique, tout jaune là. Parce que tu vois, tu as la croyance de si j'ai pas cette énergie, je vais pas avancer. Et donc, essayer de se dire, bah,
on m'a appris ça, mais en même temps, le cétogène, ça a du sens, donc je vais essayer et j'ai pas peur d'échouer. Je me dis, ça coûte quoi de tenter, tu vois? Et au pire, si ça marche pas du tout, Tu pourras toujours revenir ça t'a appris, tu à tes reviendras en arrière. boissons fluo dégueu, hein, y a pas de C'est souci. ça, mais il faut quand même essayer un certain temps, pas faire n'importe quoi, bien se renseigner. Mais ouais, la dimension, je vais être un peu différent, je vais faire autrement. Et puis après, toi, si t'es typiquement si tu t'entraînes en groupe, t'es dans un club, t'as tes potes et tout, leur dire, en fait, finalement, le ravito qu'on faisait ensemble avant, moi, je vais pas manger ça, je vais plutôt manger mes amandes et mes carrés de fromage ou mon chocolat à 95% de cacao. Ça, c'est assez difficile parce qu'on est des animaux sociaux et le fait d'être dans un groupe, ça, il faut accepter que ça va être un petit peu compliqué. Et la deuxième croyance, du coup, je sais plus. Attends, je pensais à quoi déjà? Ouais, en fait, ça, c'est une problématique que j'ai eue moi parce que je pense que toi, tu étais dans la même problématique, mais tu as commencé même avant moi. Mais en gros, pour faire simple, moi, quand j'ai commencé il y a 7-8 ans, il y avait quasiment aucune documentation en français, que ce soit sur Internet, dans les livres, sur le cétogène en général, mais alors sur le cétogène pour le sport et pour la performance sportive, J'imagine. c'était le néant absolu. Le néant Donc en fait, tu vois, absolu. moi, quand j'ai commencé, comme je te disais, j'avais genre 4 pages dans un livre qui parlait pas du tout de ça. Mais alors après, pour trouver des gens qui en parlaient, déjà en français, en fait, c'était absolument le néant. Mais du coup, je cherchais en anglais, mais sauf que dans le livre, il n'y avait pas les mots qu'on connaît maintenant, tu vois, genre low carb, cétogène, keto. En fait, moi, j'avais pas du tout ce vocabulaire-là parce qu'à l'époque, on n'employait pas du tout ces mots-là. Donc moi, j'étais sur Google, je tapais des termes, je sais même plus ce que je devais écrire sur Google pour trouver des ressources. Mais clairement, moi, ça a été une grosse problématique parce que quand j'ai commencé, j'achetais des livres en anglais, mais qui parlaient pas trop de ça. J'étais sur des études scientifiques en anglais ou des sportifs qui étaient déjà là-dedans parce qu'en fait, comme tu le sais, dans les pays anglo-saxons, ils ont clairement 5-10 ans d'avance. Donc, ils avaient déjà quand Les même All la Blacks, ils sont ressource. pas au CETO d'ailleurs? Ouais, les All Blacks, alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de mythes là-dessus. Mais il y a eu les All Blacks qui ont fait des passages en CETO et il y a eu les Springboks, c'est Ouais. l'équipe de rugby d'Afrique du Sud qui est championne du monde cette année, qui ont eu qui utilisent clairement à des moments de l'année, de leur saison ou de leur carrière sportive, le cétogène, les entraînements riches en glucides, notamment les Springboks en Afrique du Sud parce que ils ont été suivis par Tim Knox, donc le grand Tim Knox, qui est un des pontes du cétogène. Donc, ouais, ça c'est passionnant parce que tu t'aperçois qu'il y a des sportifs professionnels qui l'utilisent. Il y a beaucoup de cyclistes professionnels qui l'utilisent notamment l'hiver. Oui, oui, Donc, j'ai en fait, vu ça l'idée c'est aussi. que ouais, c'est que ils s'entraînent, ils utilisent le cétogène comme un outil lors de leur prépa hivernale pour devenir des vraies machines à brûler du gras. Et quand ils arrivent sur les périodes d'été de compétition, ils se remettent à une alimentation full sucre, mais c'est des personnes qui ont des métabolismes qui fonctionnent hyper bien. Et en fait, ils s'aperçoivent que de s'être entraîné en cétogène et de repasser en mode sucre pendant la compète, ça fait que tu as le meilleur des deux mondes, que tu as une flexibilité métabolique assez incroyable, où ton corps, en gros, il brûle le sucre que tu lui donnes, mais en parallèle, il brûle des lipides. Et en fait, ce qui fait qu'au total, t'as un niveau d'énergie qui est bien supérieur à la personne qui va brûler uniquement du sucre. Et donc, Alors, je tiens à dire, ouais, je tiens à faire une parenthèse, tu sais, un peu ouais, comme sur les paquets de cigarettes. carrément. Ça marche pour les sportifs de très haut niveau qui ont une alimentation réglée au gramme près, Ouais, avec carrément. des rythmes et des volumes d'entraînement qui sont absolument hallucinants. Parce Ouais. que je sais comment sont les gens, et je sais qu'il y a des gens parmi nous qui vont nous écouter, là, parmi mes Hmm. clients, parmi les gens qui me suivent par ailleurs, qui vont nous écouter et qui vont dire, ah ouais, mais Sophie, dans son podcast, il y a Olivier qui a Ouais. dit qu'on pouvait passer de l'un à l'autre. Ça ne marche pas quand on a un Non, c'est plus métabolisme compliqué que tout ça, ouais. cassé et qu'on est obèse ou qu'on a des problèmes de santé métabolique lourds parce que justement, on C'est a clair. perdu cette flexibilité métabolique. Un sportif de haut niveau, il a jamais eu de problème métabolique, sinon il n'aurait pas pu devenir Hmm. sportif de haut niveau et il Sauf entretient qu'à la son retraite, il métabolisme. pèsera combien?
Ah oui, ça, la Question. retraite, Il y a combien clairement. d'anciens footballeurs Mais clairement, ça va être Bon, terrible. Ça va être terrible. Mais voilà, c'est un autre cette sujet. flexibilité métabolique, elle est aussi liée au fait que c'est des gens qui n'ont pas eu de problème métabolique jusque-là C'est et clair. qui ont un mode de vie et une hygiène de vie telle qu'ils entretiennent cette flexibilité métabolique qui n'est pas donnée à tout le monde. Fin de la Hmm, parenthèse pour pas que c'est les clair. gens n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Ouais, Et carrément. non, mais Mais Sophie, elle a dit qu'on pouvait alterner. je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça me permet de rebondir sur un autre chose. Enfin, ouais, en gros, sur ce que tu as dit, c'est carrément clair que euh, moi, je conseille, tu vois, moi, personnellement, aujourd'hui, au bout de 8 ans de cétogène, je suis plus en mode cétogène plus libre, où en gros, je suis le plus souvent, enfin, je suis quasiment tous mes repas du quotidien en cétogène strict. Par contre, lors de compétitions ou lors de grosses séances de sport, je peux me dire, bah, ok, je vais manger plus de glucides, genre, au lieu d'être à 20 grammes par jour, je passe à 100 grammes. Et personnellement, je le vis hyper bien parce que il faut rester 6 mois, enfin, il faut rester un certain temps pour que ton corps il devienne vraiment hyper performant en cétogène. Donc ça, Oui, en c'est le fait, il premier faut point qu'il sur. attribue, il faut qu'il attribue la priorité au gras avant tout, et qu'il C'est oublie ça. qu'il doit brûler, qu'il peut brûler du sucre en priorité. Et Ouais, une fois qu'il a oublié ça, effectivement, quand tu lui tu redonnes peux du sucre, il peut éventuellement. réessayer. Mais ça, c'est vraiment, en fait, le principe, c'est que tu commences le plus bas possible en glucides. Je pense que dans tes conseils Ah ouais, de hors toute sport, façon, c'est ça, c'est que tu commences le plus bas possible. Et une fois que tu sens que tu es performant et que tu as vécu assez longtemps en cétogène, tu peux remonter petit à petit et ça, faut tester avec des paliers. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point qui va un peu plus à l'encontre de ce que tu viens de me dire, c'est que je pense qu'il y a trop de sportifs qui sont tentés par le cétogène et qui se disent, bah, moi, le cétogène, ça me paraît bien, mais par contre, c'est trop contraignant dans le sens où vitam. j'ai pas envie toute ma vie d'être Ouais, en 20 grammes de glucides par tout à jour. fait. Mais moi, en fait, j'ai envie d'être un peu plus soft dans mes conseils, mais c'est de me dire, bah, si t'as pas envie de passer en cétogène strict et que t'es sportif, que t'es en bonne santé et tout, en fait, si tu préfères te mettre en low carb un petit peu plus soft, on va dire, ok, que tu manges trois, trois, quatre repas vraiment pas du tout cétogène dans ta semaine, mais en fait, tu as tout à gagner à être à 100, 150 grammes de glucides au lieu de Oui, mais 400, alors ça, 500 donc, grammes par jour. Mais ça, c'est un ça, autre c'est débat. Ouais. clair. Non, mais au-delà de ça, c'est même pas ça. C'est moi, comme je te disais tout à l'heure, moi, le mot cétogène ne me plaît pas parce que je suis plus sur alimentation réduite en glucides, Oui, parce que ouais, justement, je trouve que l'alimentation réduite en glucides, ça enlève cette notion de on-off qu'on peut avoir quand on carrément, pense au cétogène. Si carrément. tu arrives à mettre en place au quotidien 80% de ton temps une alimentation réduite en glucides, dans le sens où tu arrêtes de te gaver de farine raffinée et de Ouais. sucre, parce que c'est ça hein, l'ennemi Mmh, numéro un du métabolisme et de la santé, parce que sans même parler de sport, hein, voilà. mmh, Si tu arrêtes de te gaver de farine raffinée et de sucre et que tu es dans une alimentation réduite en glucides 80% du temps, je pense mmh. effectivement que le sportif, il peut Bah, avoir tu as cette déjà des flexibilité de bénéfices passer de l'un à incroyables. l'autre. Voilà, et puis tu as des bénéfices Ah bah ouais, incroyables. T'as des bénéfices c'est incroyables, c'est clair. clair, c'est clair. C'est Mmh. déjà, dans tous les cas, dès que tu enlèves un peu de sucre, ne serait-ce que d'enlever un sucre dans le Bah ouais. café, c'est déjà énorme, tu vois. Donc, Ouais, ouais, bah, c'est clair, c'est aussi par petits pas. Donc, ouais, commencer par le café, se dire après, bah, à la place de mon dessert, de ma pâtisserie, je mange un yaourt un peu gras fromage. avec des amandes, un morceau de fromage. Et puis, en fait, il y a des gens pour qui le on-off, ça va marcher dans le sens, bon, du jour au lendemain, je vide tous mes placards et je me mets en cétogène ultra strict. Et t'as d'autres personnes qui vont plus être en mode, bah, j'arrête les sodas, j'arrête le sucre dans le café, La et puis au fur stratégie et à des mesure. petits pas, c'est ce qui fonctionne. Enfin, Ouais, ouais, dans des épisodes, clairement, vouloir tout faire tout bien d'un coup, c'est aussi hmm, un excellent moyen de se dégoûter. c'est ça. Faut Et accepter d'avoir fait des erreurs. en Ouais. matière de sport, je sais aussi que ça peut être, ça peut être vachement dangereux entre guillemets par rapport aux performances, parce que je vois beaucoup de gens qui passent au cétogène et qui ont une chute de leur performance au point que Oui, ça les effraie. oui. En fait, il faut aussi être conscient que le cétogène pour la performance sportive, ça se joue 50% dans l'assiette et 50% dans ton entraînement. Et en fait, si t'as pas compris que quand tu commences le cétogène, il faut réduire ton intensité d'entraînement, bah, tu vas droit dans le mur. Et ça peut être assez catastrophique parce que, en effet, là, tu risques de mal gérer ta cétoadaptation, tu risques pendant quelques semaines de faire des hippos,
tu vas essayer d'aller hyper vite, mais ton corps, pendant quelques semaines, il va te dire, bah non, moi, j'ai pas envie d'aller hyper vite, donc tu vas être frustré parce que tu avances plus. Donc, il faut bien s'entourer, bien se conseiller de sportifs qui connaissent le sujet, mais en gros, pendant quelques semaines, quelques mois, il faut ralentir l'allure et pas faire n'importe quoi, pas faire trop de compètes et tout. Et il ne faut pas estimer, il faut pas penser que parce que pendant cette période-là, t'es pas au mieux de ta forme, Mm. ça veut dire que l'alimentation te convient pas. Ah, bah, à fond, ouais, ouais. Moi, Faut je le laisser le vois temps à même son corps. avec des gens qui ont besoin de perdre du poids et qui réduisent drastiquement les glucides très rapidement et qui se sentent pas bien parce que oui, effectivement, Mm. toute ta vie, tu as fonctionné sur un carburant et que tu changes de carburant, bah, c'est pas simple. Mm. Et il y a beaucoup de gens qui disent oui, bah, moi, j'ai été malade pendant une semaine, donc ça veut dire que c'est pas une Mm. alimentation pour moi, etc. C'est pas vrai. C'est juste que Mm. bah, on revient à un mode de fonctionnement que notre corps, malheureusement, notre corps d'être humain moderne n'a jamais connu parce qu'on fait partie des générations qui, depuis qu'on est tout petit, hein, il faut bien le dire, bouffons des biscuits, des pâtisseries, des pâtes, des pizzas et C'est du ça. sucre à tout va, quoi. Donc, on a un métabolisme qui a été entraîné avec un mauvais carburant et Mm. c'est compliqué de relancer avec un autre carburant qu'il ne connaît pas vraiment, en fait. C'est exactement ça, ouais. T'as tout résumé. Tu résumes bien mieux que moi les choses. Et du coup, si tu devais conseiller là demain, quelqu'un qui nous écoute, qui est sportif Mm. moyen plus, hein, Ouais. qui a envie d'aller encore un peu plus loin et qui se dit ouais, ça m'intéresse moi son truc d'alimentation cétogène. Alors, à part le fait d'acheter ton bouquin, parce que ça clairement, c'est le deuxième conseil que je donne si J'osais vous pas le voulez dire. performer en cétogène, allez acheter le bouquin d'Olivier. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Mais le premier conseil, là demain ou là tout de suite au prochain repas. Il fait quoi le Gus qui a envie d'optimiser le Gus ou la nana d'ailleurs, qui Mm. a envie d'optimiser ses performances sportives et de découvrir un peu le cétogène? Bah déjà, comme tu l'as dit, il élimine tous les sucres simples, le sucre blanc, le miel. Enfin, il finit pas son repas là-dessus. Déjà, ça c'est sûr. Après son repas, il le base plutôt sur une bonne quantité de protéines, des bonnes matières grasses et des légumes. Donc ça, c'est la base de son assiette. Et il essaye de faire des séances assez courtes, assez intenses, genre ses footings du matin. Il essaye plutôt de les faire à jeun. Donc, avant de passer en cétogène strict et tout, il essaye de voir comment ça fait de courir 30 minutes au réveil, en ayant bu juste un verre d'eau ou un thé, et de le faire à jeun sans se réveiller 3 heures avant pour manger du sucre et tout. Déjà, je pense qu'il va voir que niveau confort digestif, ça va être bien plus agréable parce que tu cours l'estomac léger et tout. Et après, comme je te disais, il essaye de baser ses repas plutôt sur les légumes, les protéines, des bonnes matières grasses, huile d'olive, beurre, de réduire, d'éliminer les sucres rapides et de réduire vachement les glucides. Donc, tu vois, à la place de faire Pâtes, 4 repas les avec... 4 P, pain, pâte, pizza, pâtisserie. Ouais, c'est ça, les 4 P, puis à 4 repas, parce que quand tu es sportif, tu manges petit-déj, collation 10 heures, midi, même goûter le soir, 5 même, 5 ou 6, je sais pas. Euh, donc ouais, essayer de se dire mentalement, bah, j'essaie de voir comment mon corps réagit sans glucides, donc sur des footings à jeun. Euh, et puis après, progressivement, de se dire, bah, une fois que je suis passé sur une alimentation avec moins de desserts, moins de sucre raffiné, de réduire les 4 P dont tu as parlé. Et après, il y a pas de secret, ça c'est vraiment de demander des conseils à des gens qui ont de l'expérience parce que comme on l'a dit au milieu du podcast, si tu demandes des conseils à ton coach d'athlétisme Un qui est dans pro-glucide. qui est un pro-glucide, bah, il va pas forcément te donner les bons conseils. Donc, Tout à fait. te Il y a demander aux beaucoup gens de qui coachs connaissent. d'ailleurs, enfin moi je le vois avec des clientes qui, une fois qu'elles ont Ouais, bien perdu du poids, se décident à se remettre un peu au sport. ouais, Et elles prennent des coachs parce que bah, ouais, c'est pas forcément facile quand tu es autour de la cinquantaine et que tu veux te remettre un peu au sport, de reprendre tout seul, donc, ou de prendre, parce hum, que des fois, c'est des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. Donc, ouais. elles prennent des Et qui coachs. se sentent capables de faire du sport Pour une maintenant, fois, ce elles qui est se trop bien. sentent capables de faire du sport parce qu'elles ont Ouais, enfin ouais. perdu du poids et retrouvé une santé métabolique qui leur donne de l'énergie. Quand elles prennent des coachs sportifs, Hum, alors en fait, il y a trois cas de figure. Il y a hum. le coach sportif qui comprend qu'il n'est pas là pour donner des conseils en alimentation et ça se passe très bien parce qu'elle leur demande rien et il s'en Ouais, mêle pas. Il y a le coach sportif qui est horrifié
par la réduction des glucides et qui va leur semer plein de trucs dans la tête qu'elles vont écouter. Et donc, elles vont essayer de mêler ce qu'elles ont compris de l'alimentation réduite en glucides qui leur a permis de perdre du poids à ce que le Mm. coach leur conseille avec des Ouais. recherches glucidiques, etc. Et là, ça fout une brouille pas Ah, mais là, possible dans leur mentalement, métabolique. c'est tellement. Ouais, mentalement, c'est tellement complexe parce que c'est tellement extrême. Toi, t'es au milieu de ça, donc faut être sûr de soi parce que, ouais, Ouais, il tu faut dis vraiment où avoir me une intime placer. conviction, quoi. C'est ça. Et après, j'ai des clientes qui ont cette intime conviction et quand le coach commence à leur parler d'alimentation, c'est elles qui les éduquent. Ça, c'est assez Trop rigolo bien, ouais. aussi. Mm. Ça fonctionne bien. Mais oui, clairement, il faut être capable d'avoir cette intime conviction, cette conscience profonde qu'on se sent mieux comme ça et que quoi qu'ils en disent Ouais, les autres, c'est nos ressentis qui comptent d'abord, quoi. c'est exactement ça, ouais. Et c'est pas simple parce qu'effectivement, tu le disais, l'être humain, c'est un animal grégaire qui a un instinct, un animal social, qui a besoin Mm. d'être entouré, etc. Tu sais que ça vient d'une peur vraiment qui remonte à des instincts très primaires. Hein. C'est parce que Ouais, bien sûr. l'être humain sait qu'il est vulnérable quand il est isolé et Ouais. c'est pour Ah, bah ça oui, qu'il qu'il a vit en besoin de l'autre. troupeau. Ouais. Voilà. Mhm. Et à partir du moment où, dans une posture cognitive, tu t'isoles du troupeau, même si physiquement tu n'es pas en danger, ça réveille cet instinct-là Bien primaire de sûr, ouais. danger parce que tu t'éloignes Mhm. du troupeau. Et en sport, c'est encore plus violent parce que soit tu fais Mhm. des sports d'équipe, alors là, tu es carrément Ah, intégré bah dans un ouais. troupeau. Soit effectivement, tu es dans un club ou alors tu fais du sport avec tes pairs et tu es aussi là dans une notion de troupeau. Et c'est très, très Mhm. compliqué d'aller à l'encontre de ce que les autres pensent, pratiquent et te Ouais, c'est conseillent. clair. Parce qu'avec toute Mhm. bienveillance, hein, ils essayent de te donner Mhm. des conseils pour que tu sois en forme et que tu ailles bien. C'est jamais de la méchanceté hein, quand on te dit il faut que tu bouffes tes pâtes avant de partir, quoi. Ah, bah c'est clair, ouais. C'est juste que quand c'est pas Mhm. ton intime conviction, effectivement, ça te met dans une situation cognitive qui est un peu compliquée. Ouais, Il faut être et super costaud carrément. pour tenir Ouais, ça. ouais, carrément. Et comme je rebondis, mais c'est clair que du coup, en sport, ce qui est drôle, c'est que au bout de certains temps, quand t'es vraiment, c'est toi adapté et tout, tu commences à te rendre compte que tes potes d'entraînement, ils passent leur sortie à manger, ils mangent tout le temps. Tu vois, sur le vélo, ils mangent genre tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, et moi, je vois même pas l'heure passer alors que j'ai rien mangé pendant 4 heures, tu vois. J'ai mangé genre une poignée d'amandes en 4 heures, et je les vois manger, manger, manger. Je me dis, mais c'est fou. Et c'est vrai que après, c'est assez drôle parce que au bout d'un moment, tes potes d'entraînement, ils voient Bah, tu manges que pas. tu avances hyper bien, que tu manges pas parce que t'as pas besoin, et tu les suis, tu avances hyper bien. Et c'est là où il commence à te poser des questions parce qu'il dit, mais c'est fou comment t'as fait et tout. Et moi, Ouais, je bah, reprends c'est toujours l'exemple, hein, c'est quand tu donnes l'exemple, en fait. Les gens, ils sont jamais autant convaincus que quand tu leur Bah montres que ouais, c'est c'est ça. possible. C'est vraiment ma mentalité, c'est de me dire, c'est pour ça que je suis un peu actif sur les réseaux et tout, c'est que je me dis, bah, maintenant que j'ai découvert ça pour moi, je trouve ça intéressant de témoigner et de me dire, bah, on peut lire toutes les études qu'on veut, c'est hyper important de se baser sur des études scientifiques, mais il faut aussi que les études elles valident une Ressenti, ton expérience personnelle expérience, et tout une à fait. expérience. Donc, basez-vous sur des études, sur des nutritionnistes, etc. Mais si ça fonctionne pas pour vous, c'est peut-être que c'est pas fait pour vous ce qu'ils vous disent. Et, ouais, les- l'expérience personnelle et le ressenti, c'est vraiment, ça doit vraiment être le guide. Mm, mm. Mais tu Mm. sais, c'est aussi pareil, moi. Alors, dans le même ordre d'idée, on a sorti tous les deux un bouquin cette année, puisque toi, tu as Ouais. sorti Performer en mode cétogène. Et moi, j'ai sorti Bien manger pour réussir, qui Mm. revient, moi, sur les performances cognitives, donc dans, dans, Ouais, bien dans un sûr, autre pour domaine, mais les on est toujours entrepreneurs et sur, tout, ouais. voilà, on est toujours sur de la performance. Et je me fais aussi cette réflexion quand je vais à des réunions professionnelles ou que je vais à des meet-up, des événements pro, etc. De Mm. voir des gens, ou quand je vais dans des entreprises pour rencontrer des gens, de voir des gens qui passent leur temps à manger, en fait. Ah bah ouais. Que les événements professionnels, il y a toujours un buffet, un machin, un truc. Enfin, Mm. et tu as cette. Moi, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, j'ai cette espèce de prisme où quand je vois des gens manger certains trucs à la pause déjeuner, quand on fait une rencontre, qu'on déjeune tous ensemble et tout, et je me dis, oh Mm. là là, lui, il va pas être très Ouais. poli cet après-midi. Hein. Oh là là. Ouais, ouais. Et, Mais euh, personne leur, tu vois, personne leur, en fait, quand personne ne dira rien, si quelqu'un au boulot, il ouvre un Kit Kat avec un Coca, par contre, moi, bah là, je suis plus en le agence, pot de mais, rillettes, j'imagine que toi, on ah te ben moi, regarde avec des oh, seuls yeux. tu vois, j'ai aucun jugement à tout, mais mes collègues un peu quarantenaires, cinquantenaires, car elles me voyaient avec c'était juste, tu vois, une salade avec des légumes, des brocolis, des œufs et plein d'huile d'olive enfin, mais tu vois, c'est vraiment des aliments hyper sains.
les yeux qu'elles faisaient avec leur Weight Watcher ou leur Kit Kat ou Coca. Donc, tu vois, il y a vraiment un truc à renverser parce que Oui, ça, c'est un on truc, ça me jugera sidère. personne, Ça, on c'est un jugera truc, ça personne me qui mange ses Kit sidère. Kat, quoi. Mais c'est clair, c'est-à-dire que, et puis alors, entre filles, tu vois, c'est Ouais, assez ça peut être violent flagrant. aussi, ouais. Ouais. Quand toi, tu arrives et que tu manges, tu vas au resto, tu manges une côte de bœuf avec une salade et que Et tu demandes du beurre. les copines, elles te regardent en mode, mais tu manges toute cette viande. Et par contre, quand Ouais. juste après le resto, on va se promener et qu'elles prennent toutes une gaufre avec du Mm. Nutella et de la chantilly, et qu'à 4 heures, oh, si on se faisait un petit thé, ah bah tiens, on va ouvrir des biscuits en plus. Ouais, Personne ne ouais. dit, mais tu vas manger toute cette farine, tout ce sucre, tout ce chocolat, C'est clair. tu vois. Et ouais, clairement, il y a mais ça, c'est dans la société aujourd'hui, hein. Mm. T'es un extraterrestre quand tu manges des Ouais. aliments sains, quoi. C'est Ouais. quand même quelque chose de fou parce Mm. que les gens Et- mangent toute la journée des trucs. ouais. Et encore une fois, moi, c'est carrément, j'ai aucun jugement de valeur par rapport à ces personnes parce qu'en fait, c'est des réactions qui sont tout à fait normales. Quand on t'a appris depuis les Ah années bah, 70 de manger moi, c'est des réflexions que low j'aurais fat pu et tout. avoir. C'est des réflexions que j'aurais pu avoir. Alors moi, ça fait un moment, parce que moi, ça Ouais. fait 16-17 ans hein, que Ouais. j'ai changé de Ouais, quand paradigme. même. Mais ouais, je suis une vieille. Bah, non, j'allais pas le Merci dire. J'allais Olivier pas de me dire ça. faire remarquer que je suis une J'allais pas vieille. dire ça. Mais clairement, moi, j'ai des clientes qui sont très éduquées nutritionnellement, Ouais. qui font attention à ce qu'elles mangent. Et Ouais. et quand elles découvrent les principes de mon programme où je suis sur une alimentation saine qui écarte tous les produits transformés, elles se Ouais. rendent compte qu'il y a des trucs qu'elles pensaient sains qui en fait sont des aliments Bien transformés, sûr. Ouais. inflammatoires, pas bons pour la santé. Et, euh, Mm. et ça, malheureusement, c'est un truc qui est très difficile à changer parce qu'effectivement, c'est basé sur des croyances erronées en nutrition. C'est basé Mm. sur Ansel qui a foiré tout ce qu'il a Ouais. pu Et l'étude foirer. des 27 pays ou je Ouais, sais plus l'étude combien de des pays, 27 pays qui il en sont a devenus supprimé 7 pas. pays. C'est ça, ouais. Et puis au final, on a diabolisé les viandes alors que c'est un problème de sucre. Enfin, Mm. et toutes ces choses-là qui ont entraîné la fameuse pyramide nutritionnelle sur laquelle on s'appuie encore, dont Bien on sait sûr, que ouais. c'est une escroquerie scientifique. Enfin, Mm. voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais clairement, globalement, les gens ne mangent pas mal si on se fie Ouais. aux Bah, c'est normes. Je veux ça. dire, tu On sais, n'a jamais souvent, aussi ouais, bien les mangé. obèses, c'est parce qu'ils mangent mal. Non, non, les obèses, enfin, on n'a jamais été aussi bien informés sur la nutrition qu'aujourd'hui. C'est ça. La On n'a jamais fait problématique, autant de c'est sport. Ah. ouais, on n'a jamais fait autant de sport, on n'a jamais vu autant de médecins, enfin voilà. Et Ouais, pour ouais, moi, il y ouais. a un truc qui foire et parce que les gens sont pas cons. Enfin oui, il y a toujours le mec Mm. qui fume, qui boit et qui mange n'importe quoi et qui finira avec un AVC à 45 ans. Ok, celui-là, il existe toujours. Mais Ouais, on peut rien globalement, comprendre. la grande majeure partie des gens fait attention à ce qu'il met dans son Ah, bah, c'est assiette, va clair. acheter du bio, euh, euh, tu vois, essaye de favoriser des aliments qui ont l'air sains, etc., etc. Surtout Mm. quand il y a des belles étiquettes santé dessus. Alors ça, Quand c'est c'est pas. vert, il y a une Ouais, c'est feuille vert ou vert. voilà, il y a une feuille où il y a des étiquettes santé. Alors là, ça marche à fond. Et Ouais. après, quand Un tu leur, Nutri-Score, parfois. ouais, le Nutri-Score, ouais, ça c'est terrible Ouais. aussi. Et en fait, quand tu leur expliques vraiment ce que ça fait à leur corps, et Mm. qui comprennent vraiment que bah ouais, les farines raffinées, en fait, non, c'est pas des fibres et c'est pas de l'énergie, c'est avant tout un truc inflammatoire Mm. qui C'est génère vide. plein de Ouais. trucs, que c'est des calories vides, etc. Mm. Ils tombent de l'arbre en mode ah ouais, mais Ouais. en fait, je mange des aliments transformés tout le temps. Et ouais, tu t'en rends pas compte. Ouais, c'est Tu manges clair. des aliments transformés, inflammatoires tout le temps. Mm. Et pour moi, il y a une espèce de double langage, en fait. Il y a un truc le double langage entre les scientifiques qui savent ce que c'est un aliment transformé Mm. et donc qui savent que la farine de blé raffinée, c'est Bien un sûr, aliment ouais. transformé, et le grand public qui, quand il pense aliments transformés, pense burger surgelé au micro-ondes, pense Ouais. junk food, etc. Alors que c'est pas ça dont parle le Mm. scientifique quand il dit il faut manger moins d'aliments transformés. Il est pas seulement sur le burger, il est sur la farine raffinée. Ouais, Et il y bien a sûr. aussi ce truc-là dans les viandes. Moi, c'est un truc qui me bouffe personnellement. C'est sont classés dans le terme viande rouge les viandes de bœuf, de cheval, de tout mammifère, y compris du porc, et sont classés dans les viandes rouges Ok, ouais. toutes les charcuteries et toutes les viandes transformées. Ouais. Ah, bah Or, oui, ça, on c'est la sait viande et que viande, les c'est clair, ouais. charcuteries et les viandes transformées sont potentiellement cancérigènes et sont pas bonnes pour la santé. Ouais. Mais du Mm. coup, comme le scientifique parle de viande rouge, Ouais. le lambda moyen, il pense côte de bœuf cancérigène, mais par contre, la knacky, c'est pas un problème.
Ouais, alors que c'est carrément. totalement l'inverse. Bah oui. Et ça, c'est un de mes gros chevaux de bataille. C'est justement de faire comprendre aux gens que il y a des finesses entre le langage scientifique et ce que comprend le grand public qu'il faut vraiment saisir. Bah oui. Et que quand on parle, et d'ailleurs l'OMS sur son site internet avait publié quelque chose justement où il parlait des viandes rouges, enfin les viandes dites rouges transformées qui sont connues pour être cancérigènes, là où la vraie viande rouge de bœuf ne l'est pas forcément. Voilà. Bah Parce oui. que, Et puis ça dépend de la qualité, voilà, quel animal. il faut décorréler Ouais. le terme viande rouge parce que quand tu dis viande rouge, les gens, ils pensent pas au saucisson ou à la knacky, tu vois, alors que c'est de ça dont parlent les Ouais. scientifiques. Donc c'est assez flagrant. Ouais, en fait, je pense aussi qu'on a besoin ou envie de réduire la nutrition à un espèce de truc hyper simpliste parce que les gens ont ça, ouais, genre, il y a des aliments bons, pas bons, il y a du Nutri-Score qui est en 5 catégories, A, B, C, D, enfin, je sais pas. Et en fait, la nutrition, ça demande beaucoup de finesse d'esprit et d'individualisation. L'individualisation, c'est vraiment Et le donc, mot, je pense. Parce que on a cette espèce de gros fantasme, et c'est marrant parce que j'en parlais dans le podcast que j'ai enregistré hier, ce gros fantasme de la nutrition équilibrée, alimentation équilibrée avec des gros guillemets, hein, ouais. et qui sous-entend que la même alimentation dite équilibrée fonctionne pour tout le monde de la même manière. Et C'est là, exactement ça. quand tu y réfléchis, tu dis, ouais, mais comment un Inuit et un Somalien, ils peuvent avoir la même Ouais. alimentation équilibrée? Bah ouais. Comment une femme préménopausée, elle peut avoir la même alimentation qu'un sportif fada comme toi Ouais. et dire Qu'un que c'est ado, ouais, c'est clair. équilibré? Et en fait, la notion, j'avais fait un podcast autour d'un café gras sur le sujet, l'alimentation équilibrée n'existe pas. Il n'y a que des alimentations individualisées qui correspondent à un fonctionnement métabolique. Et on ne fonctionne pas tous pareil. C'est ça. On ne fait pas tous la même chose. On n'a pas tous les mêmes origines ethniques. On n'habite pas tous au même endroit. On n'a pas tous le même niveau d'activité sportive. On n'a pas tous le même impact du stress, etc. Et l'individualisation, c'est vraiment la clé. Individualisé pour les besoins du sportif, individualisé pour la personne préménopausée qui a pris du poids, individualisé pour la jeune maman, individualisé pour l'ado. Enfin, il faut individualiser absolument. C'est clair. Et tenir compte de tout ce contexte, en fait. Je ne peux qu'approuver ce que tu dis. Alors, j'ai le tampon approuvé par Olivier Marius. Ouais. Bah, tu le sais bien, tu le sais bien. Oui, je le sais bien. C'est cool, Olivier, ça a été super sympa de t'avoir. Donc, je résume juste le conseil que tu donnerais aux sportifs. Le premier conseil, c'est moi qui le donne, c'est d'acheter ton bouquin pour tout comprendre sur l'alimentation pour performer en Ah, c'est gentil. Ouais. Ça. Et le deuxième conseil que toi, tu donnes, c'est déjà de supprimer tous les sucres, d'essayer de s'entraîner à jeun le matin et de baser ses assiettes sur une bonne dose de protéines, viande, poisson, la moins transformée possible. Ça, c'est mon ajout à moi. C'est ça. Des légumes les plus verts possibles. Ça, c'est mon ajout à moi. Et des bonnes huiles, des bons gras, de la crème et des graisses non transformées et des graisses qui ne sont pas tirées des graines comme l'huile de tournesol ou l'huile d'arachide qui sont des graisses hautement inflammatoires. Ça, c'est aussi mon ajout à moi. Donc, on est bon. Entraînement à jeun. C'est parfait. Plus de sucre. Carrément. Et on modifie le contenu de ses assiettes. C'est déjà une super base. Et puis après, il faut lire et faut tenter. Il faut surtout, je pense, sauter le pas parce qu'on retarde, on a toujours une petite peur, mais faut sauter le pas, faut se lancer, faut lire des choses sur le sujet. Et puis ça peut être du positif. C'est Mike Horn qui dit si vous attendez d'avoir 100% des réponses, vous ne démarrerez jamais. Bah ouais, c'est exactement ça. Si vous avez seulement 5% des réponses, les 95 autres % des réponses arriveront sur le chemin. C'est exactement ça. Et c'est une très jolie citation de Mike Horn que j'ai en anglais en tête, mais que je sais pas en français parfaitement traduite. Mais en gros, lancez-vous quoi. Non, mais c'est ça. Vous ressentirez les choses et vous irez de plus en plus loin sur la base de vos ressentis et pas de cette espèce d'intellectualisation qu'on peut faire d'une alimentation sans la connaître. C'est ça. Je pense que c'est bien résumé pour conclure. Ouais. C'est parfait. Merci beaucoup, Olivier, et à bientôt. Merci, Sophie. Bonne journée. Salut. Si le sport et la nutrition t'intéressent, tu pourras retrouver Olivier sur Instagram et Facebook, ainsi que sur son blog Low Carb Frenchy. Je te mets tous les liens dans la description de cet épisode. Pour aller plus loin sur le sujet du sucre à propos duquel on entend à longueur de temps qu'il est indispensable pour certains organes, le cerveau notamment, c'est vrai. Le cerveau consomme du glucose.
sauf qu'il n'est pas nécessaire d'en ingérer pour en produire. Et c'est là toute la magie du corps humain. Grâce à un processus appelé néoglucogénèse, le corps est capable de fabriquer son propre glucose à partir d'autres substrats, notamment à partir du gras stocké partout dans nos adipocytes. C'est ainsi que l'être humain a survécu pendant des dizaines de milliers d'années avant l'avènement de l'agriculture et traversé de nombreuses périodes glaciaires. Comme on l'a vu dans cet épisode, si le sucre était indispensable à notre survie, l'espèce humaine serait éteinte depuis fort longtemps. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel invité passionnant dans Parcours de santé. N'oublie pas de t'abonner et merci pour ton écoute.